L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Pour moi, l'art de se connecter, c'est l'écoute, en fait. Ouais, l'écoute. C'est la base, quoi. Pour moi, on est tous connectés. On est connectés à tout. On ne s'en rend pas forcément compte. On n'est pas forcément attentif à ça. Mais après, c'est comment, consciemment, je peux me connecter à la terre, à l'univers, à mon corps, à des personnes, enfin, etc. Comment je peux vraiment entrer en connexion autrement que juste cette simple connexion. Enfin, cette simple connexion, elle n'est pas simple, mais qui existe pour pouvoir être bien connecté avec les gens. Commencer par être bien connecté avec soi-même. Que plus on peut être à l'écoute de soi, plus on est à l'écoute des autres. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience aussi. Bonjour et bienvenue dans l'art de connecter. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Catherine Buller, une personne alors haute en couleur et en énergie. Catherine, je l'ai rencontrée en 2019 alors que je participais à une soirée de réseautage. C'était vraiment l'époque où je connaissais ce grand virage qui a fait que j'ai complètement arrêté d'être avocate au judiciaire pour me consacrer exclusivement à l'alternative et à la résolution des conflits de manière amiable. Et donc Catherine était là, à côté de tous ces hommes entrepreneurs, banquiers, avocats et autres. On a eu une connexion particulière ensemble et depuis lors, on se suit beaucoup, on fait des formations ensemble, comme la formation de Ludovic Leroux sur le nerf vague qui nous apporte beaucoup à l'une et l'autre, on échange. Et puis, à chaque fois que j'ai besoin d'un petit rééquilibrage énergétique, eh bien, je vais vers Catherine parce qu'elle a des vraies compétences là-dedans. Et à côté de ça, Catherine est aussi infirmière, elle est cadre. Elle s'occupe du domaine scolaire et donc elle allie cette vie professionnelle très prenante dans les soins avec toutes ses compétences, toutes ses facultés dans la connexion, avec une connexion qui va bien au-delà que le pur relationnel entre personnes. Donc je me réjouis de vous faire découvrir ce bel échange que j'ai eu avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Sandrine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment ravie qu'on puisse passer ce temps ensemble. Avec plaisir. J'attendais avec impatience parce qu'on va parler de plein de choses. Et puis, je me réjouis que tous mes auditeurs et auditrices vont pouvoir te découvrir dans le cadre de cet épisode. Oui, super. Je me réjouis aussi de découvrir en fait. Alors, pour commencer, je demande toujours à mes invités de se présenter sous la forme d'une métaphore. Alors moi, ce qui m'est venu comme ça, je ne sais pas si c'est une métaphore, mais moi je suis très sensible à la transformation, au changement, à tout ce qu'on peut mettre en place dans sa vie. Et j'ai pensé au colibri. Voilà, au colibri. C'est vraiment l'oiseau qui accompagne la transformation, le changement. Et puis après, le lien avec l'art de connecter, c'est justement quand on est en pleine transformation, quand on est en plein changement, comment on se connecte aux gens consciemment. Parce que pour moi, on est tout le temps connecté. Mais en fait, comment on peut le faire consciemment ? D'accord, ouais. Et tu dis changement parce qu'effectivement, moi je te connais quand même un petit peu dans ton parcours, qui a quand même commencé par une formation d'infirmière et aujourd'hui, tout ce que tu es en train de mettre en place, toutes les formations que tu suis. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours ? Alors, je vais peut-être pas commencer par infirmière, mais par commencer quand j'étais petite, parce que c'est quand même ça qui m'a probablement amenée à cette formation d'infirmière. En fait, quand j'étais petite, je racontais à mes parents ce que je percevais des gens qui venaient nous trouver, des invités, etc. Donc, je leur racontais des choses qui s'avéraient être justes. Et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que j'ai fait peur à mes parents, qui se demandaient, ils me disaient « tu peux pas savoir ça, arrête avec tes histoires ». Et du coup, par loyauté envers eux, j'ai un peu tout fermé. Ça veut dire que j'ai aussi fermé l'écoute de mes émotions. J'étais pas dans une famille où on écoutait tellement les émotions, ni les accueillir, ni voilà. Et puis en fait, c'est ce qui m'a amenée à faire cette formation d'infirmière. Et puis du coup, c'est en faisant cette formation d'infirmière que j'ai vraiment reconnecté à mes émotions.
où j'ai aussi reconnecté à comment on peut créer sa vie, c'est-à-dire comment aussi la transformer. Si je donne un exemple, il y a ce qui m'a amené un déclic. Il y a une dame, je me souviens d'elle, je vois encore son visage, qui devait se faire opérer, qui avait peur de faire 3 complications. Elle en a parlé au médecin et elle les a faites les 3. Puis du coup, je me suis dit, mais si on peut créer dans ce sens, peut-être qu'on peut créer dans l'autre sens. Puis du coup, j'ai envie de dire que ça fait 40 ans que je regarde comment on peut manifester une vie de rêve, c'est-à-dire comment on peut changer sa vie, comment on peut la transformer. D'accord, oui. J'ai eu aussi d'autres déclics, mais chaque fois en lien avec des formations et des gens que j'ai rencontrés. Notamment, un des déclics, c'est aussi que chacun sait ce qui est juste pour lui. C'est pas moi qui vais aller dire ce qui est juste. Et puis, pourquoi je suis devenue infirmière aussi, c'est vraiment l'aspect relationnel. En tant qu'infirmière, on apprend plein de choses au niveau de l'écoute, au niveau de la conduite d'entretien, au niveau de... Enfin, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce métier. Moi, l'aspect technique m'intéressait pas trop. Donc moi, je suis vraiment allée dans l'aspect relationnel. J'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé en soins à domicile, j'ai travaillé en médecine d'entreprise dans la plus grande entreprise du canton de Genève, qui est l'hôpital. Donc, c'est-à-dire des contacts avec les employés. Et puis, j'ai travaillé en santé scolaire et j'y travaille toujours. Là, j'ai un poste de cadre. Donc, c'est aussi pour moi très important l'aspect relationnel avec mes collaborateurs. Et puis, à côté de ça, j'ai développé ma propre méthode d'accompagnement, je vais dire. Je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens ont envie de leur vie. Est-ce qu'ils sont prêts à changer celle-ci s'il y a des domaines qui ne leur conviennent pas ou plus. Et puis, en fait, je vais les accompagner en fonction de ce qu'ils amènent, en fonction de ce que je perçois, à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir arriver là où ils ont envie, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, de leur vie en général. Je vais utiliser pour ça, en fait, je perçois vraiment toutes les énergies, tous les plans, toutes les dimensions. Donc, je vais vraiment avec ce que je perçois de ce que me racontent en fait mes clients. D'accord, oui. Et puis, j'aime aussi travailler aussi en groupe. Donc, je propose aussi des soirées où on parle de manifestation consciente et puis de méditation. Et en fait, j'ai cette capacité de transmettre la guérison, c'est-à-dire que je suis canal. Et puis, pour moi, c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, je le propose dans des soirées. J'anime aussi des ateliers dans des centres de coaching. J'accompagne le personnel DMS, vraiment tout accompagnement dans le relationnel, en fait, dit rapidement comme ça. Donc vraiment lié à l'énergie, à la manière dont les gens se connectent entre eux. Oui. C'est vraiment ce qui, toi, te tient à cœur. Oui, et ce qui complètement. a été au centre de ton parcours, oui, en fait. L'humain est au centre de mon parcours. Puis pour moi, c'est vraiment important d'accueillir les gens comme ils sont, là où ils sont. Après, voilà, il y a des gens, évidemment, c'est plus facile d'accueillir que d'autres. Puis des fois, dans la famille, on se lâche, quoi. Mais non. Donc, c'est vraiment l'humain au centre pour moi. Wow. Et par rapport à l'art de connecter, qu'est-ce que tu mets, toi, dans cette notion de l'art de connecter ? Dans cette notion, moi, j'aime bien l'idée de le faire consciemment, parce que pour moi, on est tous connectés. On est connectés à tout, on ne s'en rend pas forcément compte, on n'est pas forcément attentif à ça. Mais après, c'est comment consciemment je peux me connecter à la Terre, à l'univers, à mon corps, à des personnes, etc. Comment je peux vraiment entrer en connexion autrement que juste cette simple connexion. Enfin, cette simple connexion, elle n'est pas simple, mais qui existe qu'on tout le connaît, temps. qu'on connaît tout le temps, la relation d'humain à humain. Oui, oui, tout à fait. Puis vraiment, cette idée qu'on est connecté tout le temps. C'est intéressant, moi, je trouve, par exemple, avec les animaux, qui, eux, sentent bien cette connexion. Les animaux qu'on a chez nous, ils sont souvent, tout le temps, très réactifs à qui on est. À comment on est, à nos émotions, vraiment tout le temps. Puis eux, ils le font naturellement. Nous, on a un peu coupé ça quand même. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Donc, je trouve intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je parlais de la connexion à son corps. Je pense qu'on n'écoute pas beaucoup son corps. Oui, il y a des gens qui le font, mais disons que j'ai l'impression qu'on n'écoute pas tellement. Puis il est extraordinaire, notre corps, parce qu'il nous suit quand même si des fois on lui inflige des trucs pas cool. Puis c'est ça, je me dis aussi, c'est aussi ça, c'est plus on est connecté à son corps, ça veut dire plus on est connecté à ce qui s'y passe, plus on est connecté à nos émotions, plus on est, etc. Et puis,
pour pouvoir être bien connecté avec les gens, commencer par être bien connecté avec soi-même. Ouais. Moi, je dis souvent, on doit être connecté au monde à la bonne fréquence, puis ça commence par soi. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Alors ça, je suis totalement en accord avec ça. Et puis parfois, j'entends des gens me dire, mais si je me connecte trop à moi ou si je pense trop à moi, je deviens égoïste, j'oublie les autres. Puis moi, j'ai l'impression que c'est le contraire qui se passe, en fait. Oui. Que plus on peut être à l'écoute de soi, plus on est à l'écoute des autres. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience aussi. Le livre Passer du jeu au nous. Oui. Notamment un des bouquins de Thomas Dossenbourg, qui va totalement là-dedans. Hein. Oui. Et puis le jeu, effectivement, fait partie du nous, quoi. Tout à fait. Ouais. Et comment tu définirais ton art à connecter, ton art à toi, à te connecter? Il y a une chose que je fais, alors ça je fais dans mes séances ou bien quand je me connecte à un groupe, je le fais parce que je l'ai appris comme ça, puis ça me plaît bien. Je vais dire la première lettre du prénom, puis les voyelles ensuite. Donc si par exemple, je veux vraiment me connecter à toi, mais par rapport à un soin, je vais dire connexion, K-E-I-E, c'est moi. Puis Sandrine, ça ferait, je dois réfléchir, ça-I-E. Et puis, il y a une connexion qui se fait, je ne l'explique pas, mais moi, elle me parle vraiment, mais qui est beaucoup plus forte. Okay. Puis là, je reçois toutes les infos que j'ai à recevoir par rapport à la demande du client. Donc, moi, je ne vais jamais au-delà de la demande. Je dis toujours, les gens ouvrent un tout petit peu la porte. Moi, je ne vais pas mettre le pied pour qu'ils ouvrent plus grand. C'est vraiment super important pour moi. Et puis sinon, par rapport aux gens, de plus en plus, comme je disais, je commence par moi, par me connecter à moi, mais je fais ça le matin déjà, consciemment comme ça. Et puis, je sais pas, j'aime être à l'écoute. J'aime autant être à l'écoute que j'aime parler. J'aime vraiment l'échange. Oui. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, l'art de se connecter, c'est l'écoute, en fait. C'est l'écoute. Ouais, l'écoute. On apprend différentes formes d'écoute dans la formation d'infirmière. C'est la base, quoi. En faisant cette formation, j'ai aussi appris à écouter les gens autrement. D'abord les autres, avant. Et puis moi. Trouver cet équilibre. Donc, j'écoute les autres, mais je m'écoute aussi dans la relation. Mais je ne m'écoutais pas avant, il y a longtemps. Je ne m'écoutais pas du tout. Ma priorité, c'était les autres, avant, il y a longtemps. Et je pense que quand j'ai fait cette formation d'infirmière, c'était pour m'occuper des autres. Puis après, petit à petit, on apprend des choses, on bouge. Puis là, je m'occupe de moi. Alors, des moments plus, des moments moins, mais je suis vraiment... Moi, je trouve qu'il faut se mettre... il faut rien du tout, mais c'est important de se mettre en priorité. Par rapport à ça, tu as fait l'exercice, la roue de la communication, la roue relationnelle. Oui. Qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion de faire cet exercice? Alors moi, j'ai déjà trouvé intéressant l'échange qu'on a eu par rapport à la maîtrise des émotions, parce que j'aime pas l'idée de la maîtrise des émotions, parce que pour moi, on contrôle pas ses émotions, même si des fois on essaye. Donc, j'aimais pas ce mot là-dedans. Donc, je préfère dire j'écoute mes émotions, je les accueille, je les laisse me traverser. Voilà. Et puis, en fait, dans la discussion, c'était pas ça. C'était vraiment parce qu'il y a effectivement des personnes qui sont dans la maîtrise des émotions, parce que c'est important de pas montrer ses émotions. J'ai pas de jugement par rapport à ça. C'est vraiment pour moi. Bien sûr. C'est important de pas montrer ses émotions. C'est important de pas montrer qu'on est triste, qu'on est touché, etc. Et puis, pour moi, c'est pas ça la vie. Mais pour moi. Donc, c'était intéressant de voir l'échange qu'on a eu par rapport à la maîtrise des émotions. Ce que je trouve intéressant aussi, il y avait aussi la prise de parole en public. Moi, j'avais envie de dire que ça, c'est quelque chose d'inné pour moi. J'ai toujours eu de la facilité à entrer en contact avec les gens. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu de stress ou comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez facile de parler en public, qui a toujours été assez facile. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre particulièrement. J'ai plutôt l'impression qu'en travaillant sur moi ou avec moi, plus je suis alignée à moi, plus je suis en connexion avec moi, plus je suis à l'aise en public, plus je reste alignée et puis je transmets ce qui passe à travers moi, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la prise de parole en public peut susciter beaucoup de peur. Il y a même des statistiques qui disent que la peur de parler en public est parfois même plus forte que la peur de la mort. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Et c'est vrai que plus peur de moi, la ça m'a mort, beaucoup interpellée. Et j'aime bien ce que tu dis, parce que moi, je l'ai également connu quand j'étais avocate, où c'était compliqué de prendre la parole en salle d'audience, et parce que finalement, j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas.
Et le jour où j'ai commencé à incarner quelque chose qui me convient, ben, j'ai pas de problème à le transmettre, à l'exprimer. Et comme tu dis, toujours un petit peu le stress avant de monter sur l'estrade et de prendre le micro. Oui, j'aime bien cette idée de dire, dans le fond, peut-être que si je me sens pas à l'aise, c'est que ça me correspond pas. Oui. Et puis, ça, je trouve très intéressant parce qu'il y a plein de signes qui peuvent montrer qu'on n'est pas aligné à soi, donc on est dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Déjà, la peur, qui est aussi une émotion qu'on rencontre tous et qu'on rencontrera toujours. Mais par contre, elle dit, tiens, où est-ce que j'en suis là avec ce que j'ai envie de faire? La peur, et puis la colère, c'est aussi, enfin bref, on ne va pas refaire tout le trajet des émotions, mais la colère aussi, elle montre un tas de choses. Et puis, une des façons aussi, j'ai entendu que, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais un certain pourcentage de gens qui font des burn-out sont en principe pas alignés à eux, ou pas dans le bon travail pour eux, ou pas. Enfin, alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, etc. Mais je trouve que c'est intéressant, d'où l'écoute de soi, de dire qu'est-ce que je fais avec ce que je suis en train de ressentir avant d'arriver à l'extrême, en fait. Oui, et puis d'être quelque part dans ces zones, on va dire, de flow, où on n'est pas toujours dans une forme de suradaptation avec son environnement. Et c'est vrai que je pense que le burn-out, alors, il y a plein de raisons, oui. C'est vrai que de ne pas être adapté à son environnement et de devoir toujours faire des efforts parce que finalement on n'est pas aligné, ça prend énormément d'énergie. Et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont là-dedans aujourd'hui. Oui. Et puis la même chose, quand on est tout le temps fatigué, ça peut être aussi parce qu'on n'est pas en alignement avec soi, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien dans sa vie ou pas bien dans son travail. Pour moi, ça veut juste dire « Oh, je suis là, écoute-moi ». Tout à fait. Donc, d'écouter tous ces signes de notre corps. Parce que finalement, comme tu dis, on oublie que c'est quelque part notre meilleur allié aujourd'hui et que c'est ces messages-là qu'on doit écouter. Ça fait longtemps que je trouve que le corps, il nous donne des informations bien avant. Enfin, elle arrive tout de suite. À peine on se pose une question, on a l'information par le corps, puis on a tendance à écouter ce qui pourrait se passer dans notre mental, etc. Et puis, je trouve ça super intéressant. Dans une formation que je suis en train de faire actuellement, en lien avec la théorie polyvagale, avec Ludovic Leroux, j'ai beaucoup aimé savoir que les neurosciences ont montré que le trajet corps-esprit est de 80%, puis 20% dans l'autre sens. Puis je me disais, ah ouais, mais en fait, c'est ce qu'on ressent, quoi. Des fois, on a l'impression que ça commence dans la tête parce qu'on a une pensée. Ça peut, mais c'est quand même beaucoup plus par le corps, quoi. Oui. Et puis cette différence entre pensée et conscience, finalement. On commence de plus en plus à distinguer. Et que finalement, ce qu'on voit ou ce que notre mental perçoit doit être en décalage avec cette notion de conscience. Complètement. Tu me demandais l'art de connecter. En fait, mon corps, il va toujours me dire comment je suis avec les gens. Si je peux être bien, pas très bien, en tension, même si ça peut être quelqu'un que j'aime en face. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis je trouve ça aussi super intéressant. Par rapport au relationnel, tu disais, voilà, moi c'est au centre de tout ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu dans ton parcours des croyances que tu as dû assouplir, peut-être même laisser de côté à un moment donné pour pouvoir évoluer comme tu as évolué aujourd'hui au niveau personnel, au niveau professionnel? Bon, moi je dis toujours que quand il y a quelque chose qui coince dans notre vie ou qu'on n'arrive pas à manifester la vie extraordinaire qu'on aimerait, c'est que très certainement il y a des croyances limitantes. Et souvent elles touchent le relationnel, tout le temps presque. Enfin, moi il y avait peut-être comme ça ce qui me vient, je repense à l'école. La croyance que j'avais, c'est que d'abord il fallait que je travaille bien, mais c'était pas trop compliqué. En fait, mon moteur à moi pendant très longtemps, ça l'est plus actuellement, ça a été j'ai peur de ne pas être aimée, donc il fallait que j'aille chercher de l'attention. Donc au fait, j'ai tout construit là autour. Ça veut dire que j'avais des croyances que pour être aimée, il fallait que je dise oui à tout le monde. Pour être aimée, il fallait que forcément je rentre dans le moule, je sorte pas du cadre, parce que comme ça, j'allais être comme tout le monde. Alors déjà, je suis différente du reste de ma famille, donc c'était compliqué, il fallait que je sois comme eux pour qu'ils m'aiment. Donc j'ai plusieurs croyances comme ça que j'ai déconstruites juste par rapport au moule. J'ai lu une fois que, à force de vouloir toujours être dans le moule, on en devient tarte. J'aimais bien ça. Je trouve ça assez génial, effectivement. Voilà. Il y avait ce côté vraiment... En fait, ça a été vraiment mon moteur. J'avais besoin de l'attention des gens. Donc, ça veut dire que j'ai pu faire des trucs, mettre en avant, construire, etc.
pour qu'on soit attentif à moi, pour qu'on m'aime. Puis petit à petit, à force d'aller libérer différentes croyances, différentes constructions, différents programmes internes, comme ça, à force d'aller les libérer, j'ai vraiment appris à m'aimer. Du coup, j'ose dire que j'ai plus besoin de l'amour des autres. Je suis pas sûre que je supporterais si j'avais plus de gens qui m'aiment autour de moi, mais je pense que ça, on peut tous être là-dedans. Oui, je pense aussi. Mais ça a complètement changé ma relation de couple. Parce qu'en fait, là maintenant, j'ai envie de dire que c'est cadeau bonus, l'amour de mon mari. Je suis plus dans l'attente que, puis s'il fait ça, ça veut dire qu'il m'aime pas, puis s'il est comme ça. Non, je suis plus du tout là-dedans. Ça, c'est vraiment précieux. Et puis ça donne aussi une forme de liberté. Mais pour ouais. pouvoir faire ce qu'on veut sans avoir cette peur de ne pas être aimé. Ouais. Donc, dans la roue, il y avait aussi oser dire non. En fait, maintenant, j'ose beaucoup plus dire non qu'avant, parce que si je dis non, c'est que c'est juste avec moi. Oui. Puis, en fait, ce qui est important, c'est que je sois juste avec moi. Et ce qui est intéressant, c'est que si je suis juste avec moi en disant non, ça passe très bien. Parce que je suis alignée à moi, puis que j'ai pas peur de la réaction de l'autre, quoi. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être il y a des gens qui sont déçus ou qui sont, voilà. On a toujours dit à notre fils qu'il n'avait pas de pouvoir sur les réactions des autres, qu'on n'a pas de pouvoir sur les émotions des autres. Ça m'a demandé aussi un travail quand même, de me dire que même si la personne en face, elle est fâchée, elle est en colère, elle est triste ou je sais pas, ou elle me tourne le dos, j'ai pas de pouvoir là-dessus du moment où moi je me suis écoutée. Oui. Et puis en même temps, ça lui appartient. Et complètement. Et d'arriver à faire ce pas, de ne pas le prendre sur soi, ça demande aussi un travail. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un bouquin, peut-être que tu le connais, qui est « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Ah non, je ne le connais pas celui-là. Je le mettrai dans les notes de l'épisode, je ne me rappelle plus de l'auteur. Ah mais oui, c'est avec un plaisir. bouquin qui m'a beaucoup challengée, inspirée, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, je te donnerai les références. Puis après, quand on a ce courage-là, ma priorité, c'est l'amour de moi. Et puis, j'ose dire ça. Des fois, il y a des gens qui me disent « c'est un peu prétentieux ». Mais non, pas du tout. Et puis, en fait, du coup, c'est même plus du courage, c'est naturel. Mais ça change toutes les relations, vraiment, je trouve. Dans ton quotidien, quels sont les outils de communication que tu utilises le plus ? On a tous un peu notre mallette d'outils. Ouais. Et si tu devais en citer un ou deux que tu utilises régulièrement dans ton travail, ou même à la maison. Ça va être à peu près les mêmes à force, mais les outils de communication que j'utilise, alors moi, bien sûr, l'écoute. Je trouve intéressant quand on n'est pas sûr, notamment au niveau professionnel, c'est de reformuler ou de réutiliser les mots que les gens utilisent. Parfois, les gens n'ont pas conscience des mots qu'ils utilisent. Puis je trouve intéressant de leur dire, mais voilà, là, tu as dit ça, est-ce que c'est juste, etc. Et puis c'est intéressant de dire, j'ai dit ça, ce que ça vient chercher. L'écoute, nous on appelle ça l'écoute active, c'est-à-dire vraiment de pouvoir rebondir à ce que les gens disent. Donc je vais avec l'écoute, je vais avec mes perceptions. Mon corps me donne beaucoup d'informations. Alors que je suis dans les séances, je l'écoute vraiment à fond parce que je peux tout à coup avoir des trucs qui passent ou des douleurs ou des infos, des tensions. L'autre jour, j'avais vraiment un poids au niveau du plexus et puis je sais plus ce que j'ai posé comme question, mais la personne, elle me dit « Ah ouais, mais c'est tendu là !» Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'écoute tout, en fait, j'ai envie de dire. Mais j'écoute aussi, alors si je parle des séances, j'écoute aussi la personne, comment elle parle, comment elle se positionne si je la vois, parce que je fais aussi des séances à distance. Vraiment, ce que je ressens dans ces émotions, puis ce que je ressens tout court, puisque tas de perceptions, les messages que j'ai. Puis sinon, dans la vie de tous les jours, je vais beaucoup écouter. Si je rencontre quelqu'un, il y a des gens qui, je sais pas avec qui, il y a quelque chose qui se passe tout de suite, comme ça. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs entre nous. Puis il y a des gens. J'ai pensé aussi. Ouais. Puis il y a des gens pas tout de suite, puis ça vient après. Puis il y a des gens pas du tout. Donc je crois que je suis de plus en plus, alors sensible. J'ai toujours été hyper sensible, mais pendant longtemps je voulais rien savoir de ça. Donc je tout fermé, comme si je ressentais rien, ce qui n'existe pas. Même s'il y a des gens qui ça n'existe pas, mais d'être attentive à tout, mais aussi attentive à moi, parce que je peux aussi être nerveuse, il y a aussi des choses qui peuvent m'agacer, il y a aussi d'être... Puis c'est OK, en fait. Et puis des fois, j'ai pas envie d'être agacée, j'ai pas envie d'être triste, etc. Mais je vais vraiment... Je crois que c'est l'écoute, mais au sens très large du terme. Oui, puis comme tu dis aussi, cette notion de résonance, parce que c'est cette douleur qui résonne avec la personne avec qui tu interagis. Ouais. Oui, puis ça me donne beaucoup d'indications aussi par rapport du coup aux séances.
Et puis aussi, ça m'est arrivé dans ces ateliers que je donne dans des centres de coaching. Je me souviens d'une fois où j'étais pas à l'aise, mais vraiment. Alors que c'est quelque chose, je suis super à l'aise dans ces ateliers. Enfin, vraiment, c'est mon truc, j'adore ça. Enfin, et puis en fait, c'est juste que c'était pas moi. Mais par contre, il y avait effectivement une participante qui n'était pas du tout à l'aise par rapport à son vécu. Donc c'est aussi de se dire que ce qu'on perçoit, c'est pas forcément à soi. Et puis des fois, on oublie, on a l'impression on prend tout. Oui, ces petits paquets qui finalement ne nous appartiennent pas, et qu'il faut lâcher à un moment donné. Ouais. Puis après, c'est vrai que je me base aussi sur... j'ai aussi fait plein de formations. Donc vraiment, je me base aussi sur tout ce que je suis, tout ce que j'ai appris, tout ce que... Aussi en énergétique. Moi, c'est ce que j'utilise principalement aujourd'hui. C'est l'énergétique, le quantique. Même si j'ai fait plein d'autres formations. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que le relationnel, ça peut être effectivement fluide, ça peut être magnifique, puis parfois, ça peut être un enfer. Ouais. Et on voit, il y a beaucoup de conflits autour de nous. Et puis, est-ce que tu serais d'accord de me citer un conflit marquant que tu as vécu et puis d'expliquer aussi à nos auditeurs, auditrices, comment tu as surmonté ce conflit? Il y en a plusieurs comme ça qui viennent. J'ai eu un conflit quand même assez important, même si on ne le nommait pas comme ça, notamment avec ma mère, par moments aussi avec mon père. Moi, j'ai toujours eu de la peine avec les gens en colère. Ça va beaucoup mieux, vraiment, parce que j'avais toujours peur quand ils étaient en colère, qu'ils ne m'aiment pas. Donc, la première personne qui était assez colérique, c'était mon père. C'est le premier homme de ma vie aussi, enfin voilà. Donc, moi, j'avais toujours peur de sa colère. Il y a eu des moments que j'habitais plus à la maison, mais juste au début, où chaque fois que je revenais, en général, il y avait une colère, quoi, et on se prenait le chou, comme on dit. Et puis, moi, je supportais plus ça, en fait. D'abord, j'ai évité. Ça veut dire que j'allais plus chez mes parents pour tout le repas. J'allais juste pour le dessert ou juste pour l'apéro, puis je prétextais quelque chose après, parce que je ne supportais plus ça. C'est horrible de penser qu'en fait, chaque fois que je vais chez mes parents, je suis confrontée au fait que mon père m'aime pas. Ce qui n'était pas du tout ça, mais puisque quand il se mettait en colère, moi, j'avais peur qu'il m'aime pas. La même chose, si ma mère se mettait en colère, c'était pareil. Donc, du coup, c'est insupportable en soi. De se dire, je vais voir mes parents que j'aime, mais en fait, eux, je ne sais pas s'ils m'aiment, parce que de toute façon, ils s'énervent toujours, etc. Puis après, petit à petit, en travaillant sur moi, avec moi, enfin bref, en allant voir à l'intérieur. Parce qu'une chose que je trouve très, très importante, c'est que tout ce qui se passe, en fait, moi, j'adore aller voir à l'intérieur de moi. Quand il y a quelqu'un qui m'agace, je me dis, tiens, c'est quoi qui m'agace? Pourquoi il m'agace? Enfin, je ne vais jamais me dire c'est de la faute de l'autre. Parce que forcément, j'ai une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Donc, en fait, aller voir ma colère à moi, d'aller voir ce que ça veut dire, de travailler justement, je travaillais sur la blessure de rejet, je travaillais partout là où ça vient de me chercher. Je me rends compte, parce que c'est rigolo, j'ai un mari qui peut avoir aussi des grosses colères, mais beaucoup moins depuis quelques temps, probablement beaucoup moins aussi, puisque moi je suis plus de nouveau, s'il est en colère, c'est qu'il m'aime pas. Du coup, je peux juste accueillir l'émotion de l'autre. Alors, la colère, ça reste une émotion qui est compliquée pour moi, donc ça me demande, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en colère en face de moi, de vraiment me dire que je suis alignée à moi, je reste alignée à moi, j'accueille ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec moi, la façon de réagir, enfin, etc. Puis petit à petit, je l'ai apprivoisé, la colère des autres. Mais c'est vraiment ce qui me vient par rapport au conflit. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment avec la colère. Je repense à un téléphone que j'avais eu c'était dans le cadre professionnel, avec une personne, mais qui avait tellement écrié. Et moi, je me suis faite toute petite. Si j'avais pu disparaître dans un trou de souris, j'aurais disparu dans un trou de souris. Aujourd'hui, je ne ferais plus ça, en fait. Plutôt dans l'accueil et te dire, en fait, ce n'est pas forcément dirigé contre moi, et ça lui appartient. Et la façon de réagir. Après, ce dont on discute, on est responsables tous les deux ce qu'on amène de la discussion. Mais la façon de réagir, vraiment, maintenant, je sais que ça ne m'appartient plus du tout. Il est temps. Là aussi, c'est vrai qu'on a tendance à prendre contre soi, alors qu'on est peut-être face à quelqu'un qui est en insécurité, qui nous fait payer quelque chose pour lequel on n'est pas forcément responsable. Et puis notre part de responsabilité aussi dans l'échange, elle est importante. Oui, puis ce que je trouve super intéressant, tu dis quelqu'un qui est en insécurité, c'est vrai que c'est ce qu'on voit quand on travaille avec la théorie polyvagale, de la formation que je fais,
que nous faisons. Que nous faisons, Tout à exactement. En fait, c'est que les gens qui réagissent fort comme ça sont au principe en insécurité. Oui. Et puis que de se dire qu'ils sont en insécurité, ça veut dire que leur système nerveux vient les protéger d'un danger qu'il a identifié, même s'il n'est pas réel. Et du coup, de savoir ça, ça dédramatise aussi. Enfin, c'est parce qu'ils sont en insécurité qu'ils réagissent comme ça. Oui. Donc, quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui va combattre le lion. Puis ça, je trouve que c'est aussi super intéressant. Oui, puis comme tu dis, dans notre responsabilité à nous, c'est de pas de l'alimenter, c'est de le comprendre et d'essayer de le désamorcer ou de le co-réguler d'une manière ou d'une autre et de ne pas déréguler. Exactement. Mais ce qui est super important aussi, ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a des gens très en colère qui deviennent irrespectueux dans leurs paroles, Bien sûr. c'est aussi important pour moi de reprendre après, pas quand les gens sont super énervés, ça ne marche pas bien, parce que si je me respecte, je n'ai pas à être d'accord de comment la personne me traite, si vous comment ça va. Et ça, j'ai aussi appris, parce qu'avant, je reprenais pas. Je reprenais pas, parce que qu'est-ce qui allait se passer si j'allais dire à quelqu'un, mais écoute, je suis pas d'accord, comment tu m'as parlé. Nouveau, c'était quelqu'un qui j'allais pas me faire aimer. C'est vrai, et comme tu dis, c'est un moment, des fois, dans la vie, il faut être très ferme. Ouais. Et cette fermeté, elle passe aussi par reprendre, recadrer. Oui. Et ça, on ne peut pas tout accepter non plus. On ne peut pas accepter l'autre dans tout ce qu'il est et de se laisser manquer de respect ou d'avoir vraiment des interactions qui sont mauvaises pour nous. Tout à fait. Dans ma famille, c'est intéressant parce que, donc, comme je disais, mon père pouvait être très colérique. Et une fois, j'en parlais avec ma mère qui m'a dit « Ah, ma foi, il est comme ça, toi, tu dois apprendre à te taire, etc. » Puis je me disais... Alors, c'est clair que je ne savais pas lui parler parce que je me mettais aussi en colère, puis on explosait tous les deux, ce qui ne servait à rien du tout. Puis je n'ai pas pu réagir à ça, en fait. Ah oui, plus tard, oui. C'est intéressant. Oui, c'est souvent dans la famille qu'on a les meilleurs apprentissages au niveau relationnel. Exactement, puisqu'on prend aussi avec de la famille, justement. Donc, c'est aussi de pouvoir déprogrammer ces schémas familiaux. Quoi. Tout à fait. On arrive au bout de notre échange. Est-ce que tu pourrais citer un livre, un podcast ou peut-être une ressource pour les auditeurs et auditrices qui auraient envie d'être plus en phase avec le monde extérieur et leur monde relationnel? J'ai envie de dire que j'en ai beaucoup. Alors moi, je choisis les livres aussi un peu à l'instinct. Tout à coup, il y a un livre qui me parle et puis... puisqu'on est dans la formation de Ludovic Leroux, il y a ces 2 livres sur le nerf vague. Moi, je trouve qu'ils amènent vraiment beaucoup. Tout à fait. Le deuxième, je ne l'ai encore pas lu, mais il paraît qu'il est encore mieux que le premier. Donc, c'est le deuxième. Il y a le nerf vague dans le titre, je ne sais pas exactement. Après, il y a tous ces livres en lien avec être plus conscient, qui, moi, me parlent beaucoup. Autant dans ma vie, j'aime être avec des gens inspirants. Dans les réseaux sociaux, pareil. Je vais chercher des gens qui sont inspirants pour moi, qui me montrent que c'est tout à fait possible de réussir dans sa vie. Enfin, c'est un peu bateau dit comme ça. Il y a des gens qui m'inspirent vraiment. En ce moment, je suis assez régulièrement... il y a Sophie Chag, qui est coach sur l'ouest de la France. J'aime beaucoup Joe Dispenza, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette manifestation, dans cette connexion à sa conscience. Voilà. Et puis, donc pour nos auditeurs et auditrices qui souhaitent te trouver, comment ils font? Où est-ce que tu es présente? Sur quels réseaux sociaux? Comment on peut te contacter? Alors déjà, j'ai un site internet qui est peut-être pas tout à fait à jour, mais il y a mes coordonnées dessus. Donc, c'est catherinebuller.com. Donc, Catherine Buller en un seul mot. Il sera dans les notes de l'épisode. Sinon, les réseaux sociaux, moi, je suis beaucoup sur Instagram. C'est Cat Buller-Muller. Sinon, sur LinkedIn, c'est Catherine Buller Envie d'être, qui est le nom de mon entreprise. Voilà, puis je réponds toujours aux messages qu'on me met sur Insta, LinkedIn. Je suis aussi sur Facebook, donc je poste moins sur Facebook, en fait. Non, c'est pas vrai, parce que les posts, on peut les mettre sur Instagram et sur Facebook, mais il y a aussi Facebook, et puis là, c'est Catherine Buller-Muller. Ok, donc en fait, ce ne sera pas difficile pour les personnes qui ont envie de se mettre en contact avec toi, de te retrouver, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur ton site internet. Puis j'échange volontiers avec toute personne qui a envie d'échanger, quoi. En fait, parler d'un sujet, donner notre avis, débattre. Moi, je trouve ça toujours super intéressant, quoi.
D'ailleurs, l'idée, c'est qu'on organise ensemble et on tiendra informer la communauté de faire un apéro connect avec toi, où on va proposer un outil ou quelque chose en lien, peut-être avec le Nervag, à voir ce qu'on va construire. Mais effectivement, dans l'idée qu'on puisse nous se retrouver lors d'un apéro avec des gens qui sont intéressés par venir échanger avec toi, avec moi, autour de toutes ces notions de l'énergie aussi. Ah ouais, super. Parfait. Avec plaisir. Un grand merci, Catherine. Merci à toi, Sandrine. Merci beaucoup. À tout bientôt. À tout bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin, prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau. Amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.